N'y échapperont pas. Géraldine Métifeux d'Alter Égal, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être en direct avec nous. Laurent Grassin de Boursorama, bonjour. On n'y échappera pas. Voilà, ces derniers jours, chaque déchiffrage commençait par un petit commentaire sur le bazar politique du moment. Donc là, on a Sébastien Lecornu qui nous dit peut-être un petit peu de lumière au bout du tunnel. On a peut-être quelques points d'accord en vue d'un budget avant la fin de l'année. La dissolution, a priori pour l'instant, on écarte le scénario. Bon, tout peut encore changer. Il s'exprime aux 20h ce soir, peut-être même avant d'aller voir Emmanuel Macron pour lui rendre compte du résultat de ces discussions. Bref, on reste dans un bazar absolument insensé et au micro, on enchaîne les intervenants qui nous disent écoutez, là, vraiment, on ne sait plus quoi faire, quoi. On craint vraiment une crise économique en France désormais, donc là, il est plus qu'urgent d'agir. Oui, sauf que ici c'est tout pour investir et du côté de l'investisseur particulier, nous on se dit qu'au final cet immobilisme, même si c'est un flou assez prononcé, on voit que la conséquence directe c'est que finalement le CAC 40 après une réaction un peu épidermique encore contrebalancée dans la séance de lundi, finalement continue à vivre sa vie de son côté et si on tire le trait de se dire finalement est-ce que ça pourrait être préjudiciable pour les valeurs cotées en bourse ? On fait une espèce de calcul en se disant on pourrait d'emblée placer les bancaires, les financières, c'est quoi 10%, un peu plus de 10% de la capitalisation de l'indice. On pourrait rajouter de la distribution avec Carrefour, on pourrait rajouter des foncières. Alors Nexity, c'est chaud. Ouais. Voilà, on pourrait rajouter tout ce qui... Mais au final, on arrive à un tiers du CAC 40 et à côté de ça, on le dit souvent, on partage ces statistiques que plus de 70% des revenus des entreprises du CAC 40 est maintenant à l'international et que par ailleurs, au sein de l'indice, on a des secteurs qui vont bien, le luxe va mieux, les cours ont commencé à rebondir, la défense, on n'en parle pas. Donc pour le moment, ce brouillard ne pénalise pas, en tout cas, les investissements et en tout cas l'indice français. Et la défense, d'ailleurs, on en parlera avec Jean-Baptiste de Pascal tout à l'heure d'Interinvest. Est-ce que finalement, ce secteur qui cherche un second souffle après un très beau début d'année, est-ce que c'est pas justement une opportunité là en ce moment, en attendant qu'il y ait à nouveau du vent dans les voiles, de se positionner dès maintenant? Géraldine Métifeux, vous savez, moi c'est un terme que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est la boîte à outils. On a une boîte à outils pour un petit peu bricoler notre ingénierie patrimoniale. Vous, c'est plus du côté constitutionnel que vos questions tournent autour de ce qui se passe en ce moment. Pour le coup, on voit nos clients en ce moment, c'est les points trimestriels et ainsi de suite. Donc très clairement, ils sont agités, ils sont, pour l'essentiel, ils sont quand même stressés par ce qui se passe. Et moi, je rejoins votre discours, Laurent. D'abord, je ne peux que le constater, que le CAC 40 est relativement indifférent à tout ce qui se passe. Mais si je puis me permettre, le Nasdaq est indifférent à ce qui se passe et les craintes sur l'IA. Enfin, je trouve que les marchés actions sont relativement sourds à tous les problèmes en général. Donc effectivement, le CAC 40 est comme tout le monde, et comme tous les indices boursiers. Après, nous, ce qui va aussi nous intéresser, c'est cette fameuse loi de finances. Parce qu'il faut bien savoir à un moment ou à un autre comment on va être mangé. Alors, les entrepreneurs, pour l'IS, la CVAE, dont on a beaucoup parlé, et ainsi de suite, ou les apprentis qu'on va embaucher, comment on va pouvoir... est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il n'y a pas des aides, combien ça coûte, sur quelle charge sociale on se fonde, et ainsi de suite. Et donc, moi, ce que je constate, moi, je suis ravie d'entendre Antoine, mais c'est vrai qu'il faut écouter quasiment minute par minute en ce moment, donc malheureusement, je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais je suis ravie d'entendre que notre Premier ministre, éphémère ou pas, du coup, va nous indiquer qu'il y aura peut-être une loi de finances, mais le délai, c'est 13 octobre, puisqu'il y a ces fameux 70 jours constitutionnels pour pouvoir faire étudier le projet de loi de finances par les deux chambres. Donc c'est 13 octobre, donc il ne faudrait pas être agréable, c'est lundi. Donc bon, pourquoi pas. Mais si il n'y a pas de budget le 13 octobre, ça veut dire qu'on va repasser par cette fameuse loi spéciale de l'article 40 de mémoire de la Constitution. Ça nous fait une petite révision globale du droit constitutionnel. Et ça veut dire qu'elle doit, elle, être adoptée avant le 19 décembre. Alors je n'ai pas en tête tous les calendriers, mais c'est 35 jours pour la dissolution pour des nouvelles élections. Enfin, ça va être très touchy quand même. Mais ces lois de finances, cette loi spéciale, elle présente un avantage quand même pour les finances publiques, c'est qu'on gèle les dépenses. Exactement. Donc en fait, on ne reflète pas. C'est balle neuve. Donc c'est presque aussi une bonne nouvelle, finalement. C'est peut-être une bonne nouvelle, parce que je pense qu'une partie du PIB de 25 pour la France est due au fait que pendant 3 mois, on a un peu gelé les dépenses. Donc ça peut être une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, sauf si ça y a un correctif après, c'est que bien sûr, les recettes aussi. Donc en fait, vos impôts mécaniquement augmentent naturellement. Ça, c'est un point. Et puis après, il y a quand même un petit point quand même que je voulais souligner sur le côté sympa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Mais c'est le déficit commercial. De la France qui s'est encore réduit, ça a été publié je crois cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. La semaine dernière, merci. Et il se porte désormais à 5,8 milliards
d'euros et on a augmenté nos exportations de 300 millions. Non mais non mais attends, il faut quand même le dire parce que le budget de l'Italie c'est super, mais enfin faut regarder qu'ils sont quand même ultra flat en croissance. Enfin voilà, et je parle même pas de l'Allemagne. Donc voilà, prenons un peu de hauteur. Bon, on va reprendre un petit peu de hauteur parce que il y a eu aussi des grosses dynamiques qui animent le marché action, c'est toute la vague IA. Oui. Laurent Grassin, on est reparti sur des chiffres de croissance assez fous, mais alors, et on le dit depuis quelque temps, sur une espèce d'écosystème en circuit fermé qui fait peur. Moi, qui me fait peur. En gros, je ne vais pas jouer les Cassandres, je ne vais pas vous parler de bulles toutes les 5 minutes, mais là, quand même, on assiste à quelque chose depuis la fin de l'été qui est quand même un petit peu préoccupant. On résume sur maintenant, à chaque fois qu'un contrat est annoncé, c'est une progression à 2 chiffres des sociétés concernées. On a eu Nebus avec Microsoft, c'est plus 49%. On a eu Oracle, plus 36%. Oracle, c'était pas la valeur oubliée qui était sous-valorisée. Et tout d'un coup, les investisseurs sont revenus dessus en se disant oh là là, voilà. Oui. On a AMD qui annonce son contrat avec OpenAI. C'est quoi, plus 23%. Derrière, on a des relèvements de recommandations d'analyse. Le titre a encore grimpé hier. On a Nvidia qui est au pinacle, qui représente aujourd'hui 4500 milliards de dollars de capitalisation. OpenAI a 500 milliards. Les chiffres donnent le tournis. Il y a une accélération. Et vous l'avez dit, Antoine, cette impression de circuit fermé. Je te souscris un contrat, tu m'en souscris un autre. Tiens, t'as vu, hein. Moi, ça commence à vraiment me préoccuper. On le disait, Nasdaq et S&P 500 qui battent record sur record, c'est presque comme l'or, hein, jour après jour. Le tout alors qu'il y a énormément d'inquiétudes. Ça m'inquiète. Ouais, effectivement. Géraldine Métifeux, aussi votre sentiment là-dessus Oui, je le partage assez, hein, d'autant que quand beaucoup disent, il y a énormément de secteurs industriels ces dernières décennies aussi qui se sont alimentés aussi en investissant dans leur gisement de matières premières, en faisant une sorte de circuit pas très ouvert pour pouvoir assurer leurs débouchés et en même temps leurs ressources. Mais là, c'est à un échelon tellement galactique que ça déséquilibre tout. C'est stratosphérique. On parle de 3 400 milliards d'euros pour la dette de la France. On parle de 4 500 milliards de capitalisation. Il faut remettre les choses à l'égal. On parle d'un état de Nvidia, d'une boîte qui fait 1380% de performance en 3 ans. Enfin, moi, j'ai rien contre, mais ça me paraît quand même un peu beaucoup. Et ce que je vous disais, en fait, Antoine, c'est quand on discute avec des personnes qui travaillent dans l'IA, ils s'aperçoivent quand même que les débouchés prévus, je veux dire les débouchés business, commerciaux, ils ne sont pas déjà au rendez-vous. Alors on n'est pas sur l'échec complet du méta, je ne dis pas ça du tout, bien sûr, mais je crois qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Et pour être très sincère, pour les gens qui sont un peu vieux comme moi, ça rappelle quand même plus la bulle Internet. Et c'est vrai que l'actualité en ce moment me rappelle les années 30 pour la politique, depuis le XXe siècle, qui n'est pas la meilleure période. Les droits de douane, c'est en gros 1945. Et sur la bourse, moi, ça me rappelle les années 2000. En fait, il n'y a rien qui me donne envie d'y aller, quoi. Je trouve qu'en ce moment, c'est compliqué. Et on est pris, Antoine, pardon, dans ce truc, c'est justement, soit j'y vais pas et je loupe les principaux moteurs de performance, c'est toujours le problème, qui sont sur 4-5 valeurs, et en me disant, bon, bah, finalement, jusqu'ici, tout va bien. Alors là, c'est pas la chute qui compte, c'est plutôt la montée. Mais une des caractéristiques qu'on rentre en bulle, c'est qu'on n'en parle plus. Et là, on n'en parle plus. Ces débats sur la rentabilité des investissements de l'IA, on n'en parle plus à l'heure actuelle. Alors qu'au début de l'année, il y avait est-ce que tout ça va se traduire dans les comptes de résultats, dans les bénéfices, la rentabilité des entreprises à court terme? Une partie, oui, à très court terme. Une partie sera sans doute beaucoup plus lointaine. On peut faire le parallèle avec la défense, c'est exactement ça. Au début, on a dit, bon, bah, formidable, il y a un besoin de défense en Europe. Puis après, on s'est dit, oui, mais quand est-ce que ça se traduit dans les carnets de commandes? Donc, jusqu'ici, tout va bien. Bah écoutez, on va espérer. Jusqu'ici, OpenAI n'est pas coté non plus. Non. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais déjà 500 milliards de capi. Bah voilà. Oui, et des chiffres astronomiques de cramage de trésorerie. Oui, mais de cramage de trésorerie. Voilà, de valorisation, mais la valorisation, sur nos côtés, c'est pas comme si on n'avait pas vu toute la French Tech valoir, dévaloir, revaloir. Tout à fait. Bon, un problème qu'aura jamais sans doute Nvidia ou OpenAI dans l'immédiat, c'est le problème de la faillite. On a vu que du côté des États-Unis, les indicateurs commençaient à devenir un petit peu embêtants à ce niveau-là. Vous nous dites, Géraldine Métifeux, en France, on a des bonnes nouvelles. On a des entreprises qui ont tendance à s'en sortir. Et il y aura
peut-être pas la vague de difficultés financières auxquelles on pouvait s'attendre il y a encore quelques mois. Alors, mon point d'entrée là-dessus, c'est sur les PGE en particulier. Vous vous souvenez, c'est ces prêts garantis d'État proposés en 2020 avec des échéances. Enfin, offerts parce que franchement, avec des taux à 0,50, les gars, c'était quand même offert. Hein. Oui. Mais avec des échéances pour l'essentiel qui sont mai 26. Et on s'aperçoit que d'abord, sur les 145 milliards qui ont été prêtés initialement, il ne reste plus qu'un peu plus de 20 milliards qui doivent être remboursés, ce qui est dire quand même relativement peu. Et que une majorité des entreprises TPE, PME, et quand je dis une majorité, c'est 76%, ont été déjà remboursées. Donc effectivement, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors bien sûr, Mediatur Crédit regarde quand même ce chiffre de défaillance qui est de 69 000 pour l'année. Attendu pour 2025. Comment ? Ouais, exactement. Attendu pour 2025. Qui est un chiffre a priori record, mais souvenez-vous qu'on part d'une base présente qui était extrêmement faible, hein, donc il faut toujours revoir aussi ces bases. Base de comparaison. Et globalement, on attend, à l'heure actuelle, la Banque de France comptabilise 7 milliards d'euros de créances douteuses au sein des PGE. Donc c'est quand même relativement faible pour un atterrissage global à 5,5 milliards d'appels de garantie qui nous amène à 3-7% potentiellement d'appels de garantie. Et plus globalement, sur l'année, on attend effectivement un niveau de perte qui serait, ou en tout cas de perte de provision et qui serait réellement perdu aux alentours de 2,5% des crédits proposés. Oui, ça reste un taux sur l'épaisseur du trait. Quand on se souvient il y a en 2022, à quel point les banques avaient posé des provisions pour risques considérables qui ne se sont pas révélées. Bon, je pense qu'on a encore un peu de marge et ça tombe bien pour elles parce qu'effectivement, avec ce qui se passe en France et en Europe, elles risquent d'être un peu chahutées. Ouais, c'est sûr qu'il y a un indicateur qui est très net, c'est quand le wording créance douteuse commence à revenir, ou prêt non performant. Provision pour créance douteuse. Voilà, commence à réapparaître dans les dépêches. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je voulais revenir avec vous sur, là aussi, c'est une bonne nouvelle qui nous intéresse depuis quelques jours. C'est la bourse de Tokyo. C'est une bourse qui va bien mieux, qui gagne là 7% en quelques jours, en 4 jours, et qui s'enthousiasme pour l'arrivée d'une nouvelle première ministre. Alors déjà une première ministre au Japon. Enfin, on se rend pas compte de la révolution totale à ce niveau-là. Et puis qui a des idées très arrêtées, qui semblent être totalement d'équerre et qui semblent vouloir un peu dépoussiérer déjà le monde politique japonais et en plus l'économie japonaise. Alors avec face claire, face sombre, hein, on va pas se leurrer, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui enthousiasme la communauté financière. Alors en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une réaction du Nikkei très forte quand elle a été élue à la tête du PLD, le Parti libéral japonais. Sanae Takaichi, de son nom prénom, 64 ans, qui effectivement est arrivé un petit peu à la surprise, parce qu'on attendait sans doute le fils de l'ancien Premier ministre Junichiro Koizumi. Finalement, c'est elle qui est sortie. Elle devrait devenir Premier ministre, je crois que c'est le 15 octobre que ça va se faire. Et effectivement, vous l'avez dit, avec un programme qui pourrait j'ai vu dans la presse, être un espèce d'Abenomics 2.0, avec plutôt de la relance budgétaire, plutôt de dire qu'il faut y aller, il faut doper, quitte à être sans doute moins exigeante sur la rigueur monétaire, à remettre en cause peut-être les relèvements de taux qu'est en train de faire la Banque du Japon. En tout cas, avec un volontarisme sur ce sujet-là. Alors c'est rigolo parce qu'on la compare souvent à Margaret Thatcher, justement, est une ancienne batteuse de métal, donc ça vous donne un peu le personnage. Alors vous savez qu'il y a un point commun avec Junichiro Koizumi. Oui. C'est l'amour du hard rock. Voilà. Donc ça c'est bon. Je sais pas fou de hard. Et en tout cas, ça nous dit que peut-être effectivement une politique volontariste pourrait faire du bien aux entreprises japonaises. Attention quand même, si en tant qu'investisseur on se dit tiens, pourquoi pas remettre une petite bille ou une petite carte sur la bourse japonaise, il y a quand même le yen qui lui est terriblement sous pression. Qui est un vrai problème en lui-même. 177 yens pour 1 euro, je crois que c'est un record historique. Donc si vous voulez aller là-dessus, peut-être avoir des ETF hedgés, en tout cas pour se couvrir de ce risque-là, mais se dire pourquoi pas finalement en fin d'année, petit rallye japonais avec l'arrivée de cette responsable politique. Ça vous plaît, Géraldine Métifeux, ce sort de renouveau japonais au féminin en plus? Au féminin, d'extrême droite. Également. C'est vrai que c'est une conservatrice. La Chine n'est pas super ravie. Hein. Oui, pourtant, ils sont hyper libéraux. Je comprends pas. Mais les Abenomics, en même temps, ça avait laissé de certains mauvais souvenirs. Donc c'est assez contrasté en réalité. Les deux faces de la pièce. Voilà, c'est vraiment les deux faces. Après, je rappellerai juste que les indices japonais sont très tech. Hein. Donc si on craint, si on reboucle avec la conversation de tout à l'heure sur l'IA, etc., est-ce que c'est le moment pour aller sur... Ils sont très tech, mais il y a aussi de l'industrie au Japon. Non, je dis pas le contraire, l'industrie qui est pénalisée par les droits de douane. Ouais. Non, mais avec un yen qui se dévalue beaucoup.
Voilà. Non, ça peut se. Il y a peut-être un sweet spot, comme on dit. Ça peut se discuter. On n'a jamais été très pro-Japon, donc peut-être qu'on a loupé, mais c'est peut-être le traumatisme des années 90.